Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait l'ensemble des torseurs d'actions transmissibles que l'on retrouve le plus souvent dans la plupart des applications. Il faut comprendre qu'à chaque fois, on n'est pas obligé de tout réintégrer, on n'est pas obligé de repartir du modèle local, mais il faut comprendre qu'à chaque fois, ça vient de là. D'accord, mais c'est des torseurs que vous allez pouvoir utiliser directement plus tard quand vous allez devoir faire des bilans d'actions mécaniques extérieures, par exemple. Donc je vais commencer par l'action mécanique la plus connue, c'est la distance de la pesanteur. Donc celle que vous connaissez vous déjà, c'est dans le cas d'un point matériel. On va avoir tout simplement l'action du poids, qui est une masse fois le vecteur accélération de la pesanteur. Nous, dans le cas du solide, on doit pouvoir exprimer l'influence de cette pesanteur sur l'ensemble des points. Donc exprimer d'abord localement l'action de cette pesanteur, puis intégrer, comme on a pu faire dans la dernière application, dans la dernière vidéo. Donc là, si je reprends très rapidement, comme on a déjà illustré dans le cas d'un pavé, ici on va avoir une action mécanique locale qui s'applique à un point M, donc une action à distance sur un volume élémentaire. Le vecteur unitaire ici est suivant la direction -z. Le poids volumique du matériau, donc ça correspondra à la densité volumique d'effort. Ici on considérera que la masse volumique du solide est constante. On en déduit un torseur si on applique les définitions du passage local global. Donc ici, une résultante qui va dépendre de la masse volumique et de la gravité, avec le vecteur unitaire z. Et puis, selon la définition, on va avoir un moment qui s'écrit de cette manière-là. Mais ça, c'est un torseur qui est écrit en un point quelconque A. On va voir qu'à chaque fois, il faut chercher un point particulier, ou en tout cas dans l'énoncé, on aura un point qui sera particulier. Donc là, dans notre cas, ça va être tout simplement le centre de gravité. Avant d'écrire le torseur au centre de gravité, c'est important de définir qu'est-ce qu'un centre de gravité. Un centre de gravité, c'est tout simplement le barycentre des points matériels du solide affecté d'un coefficient proportionnel à leur masse. Donc le barycentre, mathématiquement, on peut définir sa position par cette définition-là. Donc on va avoir un point A particulier, le point G que l'on recherche, et ça va être égal à tout simplement cette intégrale. Donc il faut toujours vérifier que c'est homogène. On voit bien ici que cette intégrale-là va nous donner une masse, puisque c'est une masse volumique fois un volume, qui va être divisée par une masse, et ça nous donnera donc bien une position. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que par définition, si on écrit cette définition avec G au lieu de A, ben on va tout simplement avoir GG qui va être égal à 0, et le 0 va être égal à cette égalité, et vu que c'est égal à 0, on peut tout simplement enlever cette partie-là, on peut enlever ce ρ qui de toute façon pouvait sortir de l'intégrale, et on va avoir l'intégrale de Gm dv qui est égale à 0. Donc si on reprend le torseur précédent, ce qu'on va remarquer, c'est que tout simplement ici, ce terme-là sera nul. Et donc ce qui fera que le moment au point G sera nul. Donc si on réécrit le torseur au centre de gravité, on a tout simplement une résultante qui vaut moins mg z, donc un peu comme la relation que vous connaissez déjà sur un point matériel, et le moment au centre de la gravité est nul. Derrière moi, c'est une autre définition du centre de gravité que j'utilise. Généralement, pour trouver le centre de gravité, je calcule le moment en un point quelconque, et ensuite je déplace, en utilisant Varignon, je déplace ce moment pour trouver un point auquel le moment est nul. Donc je fais juste un déplacement. Donc comme autre action mécanique courante, donc cette fois-ci de contact, on a tout simplement l'action d'un fluide, par exemple sur un solide. Donc là, j'ai pris un cas d'un piston. Donc un fluide qui va agir sur un piston. Cette fois-ci, on peut repartir encore du modèle local et passer en global. Mais là, je l'ai fait un peu plus brièvement. Donc ici, on voit que finalement, notre densité surfacique d'effort, c'était P. Notre vecteur unitaire ici, c'était Y, donc qui est normal à la surface. Et on voit que par rapport au solide vert, on pousse vers la droite. Et ensuite, pour le moment, cette fois-ci, je l'ai écrit en un point A. Et le point A ici, c'est ce qu'on appelle un centre de poussée. Donc là, le centre de poussée, c'est le point
auquel la somme des moments, ou en tout cas si on réduit l'ensemble des moments en ce point-là, cette somme va être nulle. Donc c'est un peu l'équivalent du centre de gravité, mais pour une action de contact ici. Alors pour le moment, on a défini des actions transmissibles qui sont assez courantes dans le domaine de la physique, mais là on va voir des actions transmissibles beaucoup plus familières dans le domaine des sciences de l'ingénieur, dans le domaine des études de systèmes. Ça va être tout simplement des actions mécaniques transmissibles par liaison. Donc dans cette vidéo, je présente des actions transmissibles par une liaison parfaite. Donc une liaison parfaite, c'est une liaison qui a une géométrie parfaite, c'est une liaison qui est sans jeu, qui n'accepte pas de déformation et qui n'a pas de frottement. Donc là, il va falloir un peu imaginer les actions, enfin en tout cas les efforts qui sont possibles d'être transmis par les liaisons. Donc par exemple, là dans le cas d'une sphère-plan, ou autrement dit une liaison ponctuelle, on va réfléchir à quelle action est possible d'être transmise entre le solide 1 et le solide 2. Donc là, on voit que s'il n'y a pas de frottement, on peut seulement transmettre une action suivant cette normale n qui est la normale à la surface plane, tout simplement. Donc là, n qui est collinaire à z. Et en fait, si on devait définir un torseur, bah ici on l'écrirait tout simplement au point de contact, donc là en i, et puis on écrirait une composante inconnue suivant z, et tout que les autres composantes seraient nulles. Donc ça nous donnerait un torseur tout simplement de cette forme-là. Donc un peu comme pour les torseurs cinématiques qu'on connaissait, on va devoir maintenant apprendre l'ensemble des torseurs d'actions transmissibles. Donc plus que de les apprendre, il va falloir les comprendre. D'accord ? Donc ici je vais montrer aussi pour le cas de la liaison plane. Donc pour une liaison plane, cette fois-ci c'est un peu le même principe. On peut transmettre un effort suivant la normale z, par exemple, ici dans le cas de l'illustration. Si je cherche à transmettre un effort sur x ou sur y, je vais tout simplement glisser. Donc il faut imaginer, vous posez votre main sur votre table, bah, s'il n'y a pas de frottement, si c'est un plan XY la table, bah, en poussant je peux rien transmettre comme effort. Donc il y aura 0 sur X, 0 sur Y. Par contre, si je cherche à basculer ma main autour de l'axe Y, par exemple, je vais créer un moment. Je sens que ça force au niveau du poignet. Pareil, en essayant de faire un mouvement autour de X, je suis empêché par le plan, donc je vais pouvoir créer un moment autour de cet axe X. Donc là, le torseur, il va s'écrire de cette manière-là. Donc avec Z, qui est notre résultante ici, et puis L et M, ça va être les moments transmissibles autour des axes X et Y. Cette fois-ci, c'est pour tout point du plan. On peut généraliser. Donc ici, donc pour chacune des liaisons parfaites. Donc là j'ai utilisé une fiche d'un collègue qui s'appelle David Noël. Vous pouvez retrouver sa fiche en téléchargement dans les commentaires. Donc c'est assez intéressant puisqu'on voit en opposition les torseurs cinématiques et les torseurs d'action transmissible. Donc on voit qu'en fait il y a une sorte d'antisymétrie de ces torseurs, c'est-à-dire que là où il y avait des mouvements possibles, il n'y a maintenant aucun effort transmissible, et vice-versa, là où il n'y avait pas de mouvement possible, on peut transmettre un effort. Donc il faut bien faire attention. Ici c'est le vecteur rotation, ici c'était le vecteur vitesse d'un point particulier. Maintenant c'est un glisseur ici, une résultante, donc un vecteur résultant, et là c'est un moment en un point particulier. Donc les moments ont tendance à faire tourner, et les efforts à faire translater plus tard, quand on sera plus en statique, donc pas confondre ici. Donc si on regarde bien cette page, tout est assez classique, sauf pour la liaison hélicoïdale qu'on voit en bas. Donc là, la liaison hélicoïdale, on pourrait se dire que, étant donné qu'il y avait 4 zéros dans le torseur cinématique, on va avoir seulement 4 inconnus dans le torseur des actions transmissibles. Mais en fait, le torseur est plein. Donc là, il faut tout simplement imaginer une vis, par exemple une vis qui est à moitié enfoncée dans un pas fileté donc sur une table. Si j'appuie sur la vis va pas se mettre à tourner toute seule. Normalement, si j'appuie dessus, je peux bien transmettre un effort en appuyant sur la vis. Et si je cherche à faire tourner la vis,
je vais avoir tendance à ramener la table vers moi, ramener le plan dans lequel la vis est vissée. En fait, tous les termes sont remplis. Et on va avoir le même type de relation que dans le cadre du torseur cinématique. Dans le torseur cinématique, je rappelle que quand on tournait la vis d'un tour, on translatait cette vis d'un pas. Et ben là, on retient un peu cette relation, on va avoir le pas qui va réapparaître encore une fois ici. Donc pour le signe, hein, ça sera toujours en fonction de l'application. Pour les autres liaisons ici, pas de spécificité dans ce cas, pas comme la liaison équiodale, tout est assez classique. Donc on peut retrouver par exemple ici une plane de normale Y, on va avoir un effort Y ici suivant le vecteur Y et les moments X et Z. Je vous rappelle qu'il faut bien préciser les repères quand on écrit en colonne. Donc là, ça serait un repère X, Y, Z, par exemple. Enfin, les trois dernières liaisons ici. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger la fiche qui est en commentaire. Un cas particulier de l'écriture de ces torseurs, donc pour tout l'ensemble des torseurs, que ce soit pesanteur, liaison, etc. Parfois, on peut voir le cas particulier de modélisation plane. Donc, c'est-à-dire des systèmes pour lesquels on s'intéresse seulement à des composantes dans le plan. Donc, ça peut être des systèmes plans, c'est-à-dire constitués uniquement de glissières dans le plan et de pivots normal au plan. Dans ce cas-là, il va y avoir un certain nombre de termes pour lequel on ne va pas avoir d'intérêt. Donc, par exemple, si on a une modélisation plane, on étudie un système qui est dans un plan XY, je vais étudier seulement les résultantes sur X et sur Y et le moment normal au plan. Donc ici, il y a un trait. Donc le trait, ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut juste dire qu'on ne s'intéresse pas à ces composantes-là. Donc ça va pouvoir beaucoup simplifier les calculs plus tard. Donc il faut savoir écrire les torseurs dans l'espace, suivant 6 dimensions, donc 3 pour les résultantes et 3 pour les moments, mais aussi savoir les simplifier. Et c'est pas fini, il existe d'autres torseurs assez classiques qu'on peut retrouver. Donc souvent on va avoir des systèmes qui vont être motorisés. Donc par exemple, imaginez votre bras, vous allez motoriser votre coude. Donc au niveau de votre coude, on peut dire que votre coude c'est une liaison pivot par exemple. Donc vous allez pouvoir donner le torseur d'une liaison pivot et vous allez pouvoir aussi mettre en parallèle un moteur. Donc souvent le moteur c'est associé à une liaison pivot. Donc si je veux écrire un couple moteur, on va l'écrire de cette manière-là. C'est tout simplement un couple sur l'axe du rotor d'un moteur. Donc par exemple si j'ai une liaison pivot d'axe X, je vais pouvoir y associer un moteur d'axe X et il va appliquer un couple moteur. Donc ici la particularité c'est que c'est valable pour tout point, vu qu'ici on a un torseur couple, on va pouvoir le déplacer où on veut en fait, donc pas de souci au niveau des points. Et si au lieu d'avoir un moteur on avait un frein, il suffit de mettre ici au lieu de CM de mettre un CF. Et donc CF il va toujours s'opposer au mouvement. Le couple moteur il va pouvoir permettre le mouvement ou maintenir quelque chose en équilibre. Donc n'ayez pas peur d'écrire directement un torseur. Si on vous dit il y a un moteur, deux couples temps, n'ayez pas peur d'écrire directement C moteur est égal à CM suivant l'axe X par exemple. Ok ? On peut aussi souvent retrouver des ressorts et des amortisseurs. Donc là, j'ai retrouvé des images dans mes dossiers, donc je sais plus c'est quoi la source. Donc je remercie le collègue qui a pu faire ces figures. Ressorts et amortisseurs qu'on retrouve aussi souvent en physique. Donc là, tout simplement, un ressort, il faut toujours retenir que c'est un effort qui va être proportionnel à un déplacement. Donc ici, je vais avoir un déplacement delta L, une raideur du ressort K, et puis ensuite le signe, il faut toujours faire attention à l'exercice qu'on étudie, à bien étudier dans quel sens on va, est-ce qu'on écrase, est-ce qu'on tire, voilà. Pour l'amortisseur, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, on va être proportionnel à la vitesse de déplacement.
Donc voilà, donc ça parfois c'est des torseurs qu'on vous demande pas de redémontrer, vous pouvez directement les écrire. On vous donne un ensemble de données, bah à vous de savoir réécrire le torseur comme il faut. On va pas pouvoir tout redémontrer dans chacun des cas, surtout que on va avoir des solides qui vont être soumis à une pesanteur avec des ions pivots, glissières, ressorts, amortisseurs. Il manquerait plus qu'il y ait un piston et de la pression. Voilà, on peut pas tout redémontrer, mais il faut savoir d'où ça vient, et il faut savoir les ressortir et les réécrire proprement au bon point avec les bons repères, etc. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo sur les actions transmissibles classiques. Donc dans la prochaine vidéo, j'expliquerai le cas du frottement avec le modèle de Coulomb, et par la suite, il y aura des vidéos sur des applications simples pour qu'on puisse appliquer tout ce qu'on a pu voir. Voilà, bonne journée.